Donc bonjour à tous. La présentation va se dérouler de la manière suivante. Donc je vais rappeler rapidement ce qu'est Aura2E. Ensuite, je passerai la parole à Étienne Viennot qui vous présentera rapidement le projet CELBA Alps, dans le cadre duquel plusieurs indicateurs territoriaux ont été définis et ont été intégrés à Terristory. Ensuite, je présenterai rapidement Terristory, puis je passerai à un temps de démonstration qui prendra la majorité du temps de webinaire, parce que l'idée c'est bien de vous montrer comment fonctionne l'outil, et on aura deux phases de questions pendant cette démo. Donc Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une association qui a eu 40 ans l'année dernière. On est un centre de ressources au service des territoires en transition, donc pour la région Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement. On est mandaté par la région et l'ADEME. On est un centre de ressources donc sur les thématiques énergie et environnement, plus précisément sur les thématiques que vous voyez affichées par les petits pictogrammes, donc sur les filières urinaires, sur le bâtiment, etc. Voilà, tout ce que vous pouvez voir sur la mobilité, l'économie circulaire, tout ce qui est observation, et puis le dernier pictogramme, donc que je ne vois pas, sur le dernier pictogramme. On a une dimension régionale, mais aussi nationale et européenne, parce qu'on a un certain nombre de projets européens pour lesquels on travaille à l'agence. Et on a trois grands types de services dans le cadre de cette mission. Une première qui est un service où on accompagne et on anime tous les projets et les filières sur le territoire. On a également une expertise technique. Donc on apporte une expertise technique, financière et réglementaire aux différents projets qui peuvent naître. Et le dernier grand service, c'est fournir des données d'observation et des outils permettant l'analyse et la prospective sur son territoire. Donc là, je vais passer la parole à Étienne. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Marianne, le projet européen CELBA Alps de l'espace alpin a permis d'abonder Terristory en indicateurs. Je vais pas en parler très longtemps, mais juste en quelques mots. L'idée du projet européen, c'était de savoir qu'est-ce qu'un territoire durable en regard de la construction durable. Donc, on a travaillé avec deux territoires pilotes, que sont l'ACAPI et la communauté de communes des Monts du Lyonnais, pour identifier quels étaient les indicateurs dont ils avaient besoin et qui pouvaient être calculés aussi, qui étaient calculables, pour permettre d'avoir un peu d'estimer la performance de la construction durable sur leur territoire. Et donc en expérimentant, en cherchant, en travaillant beaucoup avec les différents services à l'ACAPI, en travaillant avec la commission transition énergétique des Monts du Lyonnais, on a identifié un jeu d'indicateurs, une vingtaine d'indicateurs qui sont classés dans des thématiques assez classiques qu'on retrouve dans les référentiels d'évaluation durable, que sont environnement, ressources, matériaux, etc. Et ces indicateurs, une fois qu'on les a expérimentés, testés sur ces deux territoires, on a pu en fait généraliser le calcul de ces indicateurs à tous les territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous permettent comme ça de comparer des territoires entre eux, mais aussi de comparer certains indicateurs par rapport à une médiane qui représente en fait la région Auvergne-Rhône-Alpes. Tous ces indicateurs ont donc été intégrés dans Terristory. C'est ceux que vous découvrirez un peu plus tard et que Marianne vous montrera dans ce qu'on appelle la synthèse des indicateurs territoriaux, qui s'appelle pour l'instant le passeport CELBA Alps,
qui non seulement donnent des valeurs, mais qui donnent une valeur par rapport aux autres territoires et qui vous permettent de vous situer par rapport à des territoires voisins ou des territoires qui vous ressemblent ou ne vous ressemblent pas, qui peuvent être ailleurs sur le territoire régional. Donc voilà, c'était vraiment pour montrer l'apport de ce projet européen dans les travaux de l'agence, vraiment au service des territoires en transition. Bon, pour ma part, je vais pas rester pendant toute la présentation de Terristory, mais si vous avez des demandes d'informations plus précises sur le projet CESBA Alps qui est bientôt qui se termine dans les prochaines semaines, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un mail. Voilà, bon webinaire à tous et je repasse la parole à Marianne. Je vais présenter maintenant le projet Terristory. Donc Terristory, c'est un outil web de référence pour les territoires en transition qui est développé par Aura2E. C'est un projet qui a germé il y a quelques années et on a démarré les développements il y a 1 an tout pile. Donc les développements sont vraiment récents et on va continuer à développer Terristory. Donc là, je vais vous présenter l'état actuel au jour d'aujourd'hui, mais il va être alimenté au cours des prochains mois et des prochaines années par d'autres fonctionnalités. Donc c'est un outil qui permet de faire de visualiser les données. C'est un outil également qui a pour but d'aider à la décision et de faire de la prospective territoriale sur son territoire. C'est un site gratuit et accessible à tous. Donc vous voyez l'adresse en haut à droite dans le rectangle orange. Donc vous pouvez vous connecter. Voilà, il n'y a pas de mot de passe. Vous pouvez y aller. Donc Terristory, ça permet de connaître son territoire. On peut analyser les stocks et les flux via une interface cartographique interactive. Donc comme vous allez le voir tout à l'heure, il y a un certain nombre de jeux de données qui sont accessibles, qui sont multithématiques et qui viennent de sources de référence comme l'INSEE, l'IGN ou l'ORCAE, qui est l'Observatoire régional climat air énergie de la région. Terristory, ça permet également d'élaborer une vision prospective de son territoire. On a développé un module de simulation d'impact où en fait l'utilisateur peut saisir un certain nombre d'actions de transition énergétique, ce qu'on appelle plan d'action, et ensuite l'outil calcule les impacts, un certain nombre d'impacts, donc des impacts socio-économiques et des impacts environnementaux, comme les émissions de gaz à effet de serre, le nombre d'emplois générés par les différentes actions, etc. Donc ça, pareil, j'y reviendrai au cours de la démo. Terristory, c'est également un outil qui peut permettre d'organiser le dialogue entre les parties prenantes d'un territoire et entre territoires. Donc ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'outil permet de définir une stratégie territoriale, mais en définissant une stratégie territoriale, par exemple à l'échelon d'un EPCI, ça contribue également à la réalisation d'objectifs plus globaux, comme les objectifs que la région s'est fixés ou des objectifs nationaux. Donc c'est un outil qui permet l'articulation entre les différentes échelles. Ça permet également de regarder le lien entre les territoires voisins et quels sont les territoires qui nous ressemblent ou qui ne nous ressemblent pas, sur qui on pourrait, pour rendre exemple. Donc c'est un peu ce que disait Étienne sur le projet CESBA Alps. Et à savoir, Terristory a été défini comme l'outil régional de référence pour le suivi du SRADET, qui est le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Ce qui veut dire par exemple que pour les données de potentiel de méthanisation que je vais vous présenter, en fait c'est des données qui ont été construites en cohérence avec un schéma régional qui s'appelle le schéma régional, le SRB, schéma régional biomasse. C'est un projet qui est co-construit, donc on a un club de collectivités pilotes qui nous suit depuis 1 an, où en fait ils nous permettent d'avoir un retour des nouvelles fonctionnalités, de nous dire ce qui va pas, quels sont leurs besoins. Et donc c'est un club de collectivités qui nous permet de tester en avant-première avec eux les nouveaux développements et aussi de prioriser la feuille de route pour les mois à venir.
On a également un certain nombre de partenaires techniques et scientifiques. Donc, vous pouvez voir les gestionnaires de réseau, donc GRDF, GRT Gaz, Engie et RTE. Et on a également des partenaires comme l'INRIA, qui est un organisme de recherche spécialisé en informatique. Les personnes ressources au sein de l'agence pour ce projet sont donc Pierrick Yalamat, le directeur du pôle performance territoriale, qui est notre directeur avec Yolande. Donc moi-même, Marianne Gérard, donc je suis chargée de mission et c'est moi qui suis chef de projet pour le développement technique de Terristory. Yolande Raveau, qui est chargée de projet et qui gère tout ce qui est communication et lien avec les territoires, notamment sur ce projet. Et puis Catherine Prémat, la responsable collectivité territoriale de l'agence. Pour nous contacter sur Terristory, vous avez une adresse mail. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez nous écrire à cette adresse. Voilà, donc maintenant je vais passer à la démonstration. Donc vous voyez, donc je me connecte au site terristory.fr. Donc quand on se connecte, on arrive sur ce petit là. Vous pouvez cliquer sur j'ai compris. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Ah, attends, on a un petit problème technique apparemment. Je sais pas. Est-ce que vous nous entendez toujours? Oui, c'est bon. Ouais. On a eu un petit, la pieuvre là qui nous a fait un petit, mais donc ça a l'air bon. Donc tant mieux si vous nous entendiez. On continue. S'il y a un souci, n'hésitez pas à écrire. Je réajusterai le. Donc quand on arrive sur Terristory, donc vous voyez, on arrive sur la région. Vous voyez également qu'on a un petit encart bleu en haut à gauche. Vous pouvez choisir votre territoire. Voilà. Donc là, vous pouvez choisir la région découpée par EPCI, la région découpée par département, ou alors les départements découpés à la maille communale, les EPCI découpés à la maille communale, etc. Donc pour démarrer la démonstration, je vais sélectionner comme territoire la région découpée par EPCI. Donc là, vous voyez, si je passe la souris sur la carte, on a le nom des EPCI qui s'affiche. Voilà. Et ensuite, donc on peut retourner dans le menu Analyse, qui lui propose tous les jeux de données qui sont disponibles dans Terristory, avec deux autres pages tout en bas sur lesquelles je reviendrai. Donc là, on est à l'échelle de la région, on va choisir un jeu de données, par exemple le stock de carbone 2012. Voilà, alors là, attendez, est-ce que donc vous voyez, je vais baisser le bandeau dessous. Donc vous voyez des données qui s'affichent sur la carte. Donc quand je passe la souris, vous voyez le nom de l'EPCI qui s'affiche avec la valeur sur l'EPCI. Donc là, par exemple, sur la communauté de communes Dôme-Sancy Artens, et on voit que le stock de carbone est de 268 tonnes équivalent CO2 par hectare. Si je reviens aux petites boîtes qu'il y a à gauche, vous voyez dans la petite boîte verte qu'on a le nom de l'analyse qui s'affiche, la zone sélectionnée, donc ici la région Auvergne-Rhône-Alpes, et vous avez le total sur la région. Donc on voit que sur l'ensemble de la région, on a 224 tonnes équivalent CO2 stockées par hectare. Ensuite, vous avez dû remarquer, donc pour l'ensemble des valeurs pour ce jeu de données ont été découpées en 6 classes. Donc plus la couleur est pâle, donc par exemple la première classe blanche, ce sont les territoires qui stockent le moins de CO2 par hectare. Donc vous retrouvez les grandes villes, hein, vous retrouvez la métropole de Lyon qui stocke pas beaucoup de carbone. On retrouve Clermont-Ferrand en Auvergne, on retrouve les territoires de montagne. Et la dernière classe, si on regarde les classes extrêmes, la dernière classe, donc en vert plus foncé, ce sont les territoires qui stockent le plus de carbone. Et donc on retrouve les territoires auvergnats par exemple. Donc ça c'est voilà pour l'analyse de la carte.
Ensuite, vous avez vu qu'il y a un bandeau que j'ai réduit parce que mon écran n'est pas très grand, qui est en fait la répartition sur la région des surfaces qui stockent du carbone. Donc on voit que les surfaces qui en stockent le plus sont les prairies, les forêts et les cultures. Si je clique sur le graphique, donc sur la barre forêt, je vais filtrer sur la carte pour cette surface. Donc en fait, les données qui s'affichent, donc par exemple, si je regarde la communauté de communes du bois, là le stock de carbone qui s'affiche, c'est le stock de carbone pour les forêts. Et donc on voit que ça modifie la carte. Les territoires auvergnats ressortent un peu moins, par contre, on voit la Drôme et l'Ardèche qui ressortent un peu plus, l'Ain également. Et donc, je peux faire la même chose sur les prairies. Voilà, et là, on voit que... excusez-moi, hop. On voit que l'Allier, par exemple, ressort bien, et le Puy-de-Dôme également. Donc, c'est des zones où la majorité du carbone qui est stocké dans des prairies. Je vais vous montrer une autre fonctionnalité sur ce type de jeu de données. Vous voyez que là, sous les classes, il y a marqué méthode de classification. Donc ça peut paraître un peu technique, mais en fait, ça permet de moduler la construction des classes. Là, la méthode qui est sélectionnée, c'est la méthode des quantiles, qui en fait divise en effectifs égaux le jeu de données. Ça veut dire qu'au sein de chaque classe, vous avez le même nombre de territoires. Mais vous voyez que les classes, en fait, les intervalles dans chaque classe ne sont pas les mêmes. Donc si vous voulez modifier ça, on peut choisir par exemple la méthode équidistant, qui en fait, là, le nombre de territoires n'est plus le même dans chaque classe, mais par contre, l'intervalle entre la borne inférieure et la borne supérieure est le même. Donc ça permet, en fonction de ce que vous voulez voir, ça permet de modifier la représentation. Et donc là, on voit en fait qu'il y a certains territoires qui stockent beaucoup de carbone et qu'il y en a quand même pas mal qui sont entre 1 et 34 tonnes équivalent CO2 par hectare. Notamment, en fait, là, c'est toute la vallée du Rhône. Voilà, donc ça, c'est à garder en tête. Si vous voulez en savoir plus sur ces méthodes de classification, vous avez un petit point d'interrogation là, hop, et vous avez un PDF qui s'ouvre, qui vous explique précisément à quoi correspondent ces différentes méthodes, pour vous permettre de choisir, choisir la méthode la plus appropriée. De même, j'ai oublié de le présenter tout à l'heure, là vous avez également un petit point d'interrogation dans la boîte verte, qui est en fait la méthodologie et les sources qui nous ont permis de calculer l'indicateur. Donc là, si je clique, voilà, vous avez un PDF qui s'ouvre, où vous allez avoir les sources et la méthodologie qui nous a permis de créer l'indicateur. Voilà, et puis vous voyez également dans cet encart vert, je ne l'ai pas présenté, donc toujours l'analyse, la zone, donc là on est sur la région, et le filtre qui est en place. Donc là j'avais cliqué sur prairies, donc vous voyez que c'est les prairies qui est... les données qui s'affichent sont bien les données de stock de carbone liées aux prairies. Et là vous avez le total sur la région pour le filtre qui a été mis en place. Voilà pour le premier indicateur. Donc vous retrouvez la même logique pour les autres indicateurs qui sont dans le menu analyse. Donc par exemple, si je clique sur le... Alors hop, j'ai un petit souci de... Voilà. Si je regarde la part des transports publics dans les déplacements sur la région, donc là je suis sur la méthode équidistante, on voit, ça vous permet de voir autre chose. Donc on voit que Lyon, effectivement, dans les transports domicile-travail, on voit que la part des transports publics dans les déplacements est très très forte dans la métropole de Lyon, et puis dans les autres grandes villes
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme Saint-Étienne ou Clermont-Ferrand. Mais par contre, tous les autres territoires ruraux, en fait, la part des transports publics dans les déplacements est assez faible. Donc ça vous permet de comparer, voilà, de regarder ce qui se passe sur votre territoire, mais aussi ce qui se passe sur l'ensemble de la région et voir quels territoires vous ressemblent ou un peu moins. Là, juste pour vous montrer, si je change de méthode de classification, vous voyez que ça change nettement les couleurs. Et vous voyez que la dernière classe, en fait, l'écart entre la borne minimum et maximum est très importante. On est sur des territoires qui vont entre 7,32% à 29,9%, alors que si je remets la méthode équidistante, on était sur un écart beaucoup plus restreint. Maintenant, donc ça, c'était un premier type de représentation. Je vais vous montrer maintenant un deuxième type. Donc là, vous voyez, donc là, on n'est plus sur des aplats de couleurs, on est sur des cercles proportionnels. Donc j'ai choisi la consommation énergétique 2015. Donc pour chaque territoire, on a représenté la consommation énergétique par un cercle. Donc plus il est important, plus la consommation énergétique est importante. Et donc, comme pour les autres indicateurs, quand vous promenez la souris, vous pouvez voir la consommation énergétique de l'EPCI sur lequel vous êtes. Vous avez, comme pour l'indicateur stock de carbone, des camemberts sous la carte qui vous permettent de filtrer par secteur, par type d'énergie et par usage. Donc, j'y reviendrai plus tard sur un territoire. Je vais pas passer plus de temps là-dessus, mais n'hésitez pas à essayer par vous-même sur le site. Je voulais vous montrer également les données de potentiel. Donc là, pour l'instant, ce qui est en ligne, c'est le potentiel de méthanisation. Donc là, vous pouvez réduire un peu la taille des cercles. Mais bientôt, il y aura d'autres données de potentiel. Et ce qui peut être intéressant pour ces données de potentiel, c'est de mettre en lien donc, les installations qu'il y a sur le territoire. Donc là, sous le menu analyse, vous voyez, il y a il y a une petite flèche avec marqué installation. Donc si vous dépliez ça, vous pouvez cocher les installations à visualiser. Donc par exemple, pour mettre en lien le potentiel de méthanisation avec les installations qu'il y a déjà sur mon territoire, je peux cliquer. Alors je vais réduire le bandeau dessous. Voilà. Et là, vous voyez tous les projets tous les méthaniseurs en fait, qui sont soit en service, soit en projet sur l'ensemble de la région. Donc là, si je me balade sur le point, voilà, vous avez le nom du projet du méthaniseur, le type de méthaniseur et le type de valorisation. Voilà. C'est pareil, j'y reviendrai plus précisément sur un territoire. Donc là, c'est pour découvrir sur la région qu'est-ce qui s'y passe, regarder entre territoires finalement les territoires qui sont similaires, qui ont des profils différents ou qui se ressemblent. Et ensuite, on peut rentrer, donc ça c'est sur la région, on peut ensuite s'intéresser à un territoire en particulier. Donc je vais décocher. Donc c'est ce que je vous disais, Terristory permet l'articulation entre les différentes échelles. Donc là, si je choisis la communauté d'agglomération Privas-Centre-Ardèche, voilà, dans l'encart territoire, la carte zoom sur ce territoire-là. Et donc là, vous voyez, d'un petit encart vert, il est marqué zone, et là, on voit que c'est bien Privas-Centre-Ardèche qui a été sélectionné. Si je retourne dans le menu analyse, on retrouve exactement les mêmes indicateurs, à quelques exceptions près. Il y a certains indicateurs qui sont disponibles qu'à l'échelle régionale. Et donc là, par exemple, sur mon territoire, je peux avoir envie de regarder la consommation d'énergie en 2015.
Et donc là, on a le même type de représentation que sur la région, mais à l'échelle de son territoire. Donc on voit que la consommation énergétique est la plus importante sur Privas, ce qui n'est pas étonnant parce que là, c'est pas rapporté par habitant, donc on peut imaginer que Privas est plus habité que les communes alentours. On a également une consommation importante à la Voulte sur Rhône, sur le Pouzin, etc. Vous retrouvez également les camemberts sous la carte qui vous permettent de regarder les secteurs qui consomment le plus d'énergie. Donc on voit que le secteur résidentiel prend une partie non négligeable de la consommation énergétique. On a également le secteur tertiaire, le secteur des transports et les industries. Par type d'énergie, on voit que les produits pétroliers prennent quasiment la moitié de la consommation énergétique. On voit également que l'électricité prend une part importante. Voilà, et puis pour les usages, on a le chauffage, par exemple, qui est important dans la consommation. Vous avez également, là, dans l'encart vert, comme tout à l'heure, le total sur le territoire sélectionné. Vous pouvez avoir envie de regarder cette consommation d'énergie rapportée au nombre d'habitants. Donc, par exemple, si je prends la consommation d'énergie résidentielle divisée par habitant, là, vous retrouvez la représentation en aplat de couleurs, comme tout à l'heure. Et là, on voit que, par exemple, Privas, finalement, si on rapporte au nombre d'habitants, la consommation énergétique est parmi les plus faibles du territoire. Voilà pour l'entrée territoriale. Pour un territoire, ce qui peut être intéressant, comme disait Étienne tout à l'heure, c'est de regarder ses forces et ses faiblesses. C'est dans ce cadre, grâce au projet CESBA Alps, on a pu démarrer cette réflexion de donner au territoire des clés pour regarder son profil. Donc là, vous voyez, donc le passeport CESBA Alps, mais on l'a appelé aussi synthèse des indicateurs territoriaux. Le territoire sélectionné, c'est toujours bien celui qui a été saisi dans l'encart. Et donc là, vous avez un graphique où vous trouvez un certain nombre d'indicateurs et vous avez en quelque sorte un niveau de performance. Donc plus vous êtes proche de 5, plus ça veut dire que pour cet indicateur, vous êtes performant par rapport aux autres territoires du même type sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc en vert, c'est le territoire sélectionné. Donc là, par exemple, Privas Centre-Ardèche, par rapport à la médiane des autres EPCI, il est un petit peu au-dessus. Donc ça veut dire qu'il stocke plus de carbone que la médiane des EPCI sur la région. On voit également qu'il a une part d'espace que le Privas Centre-Ardèche, ils ont une part d'espace naturel beaucoup plus important que la médiane sur la région. En orange, vous avez les points où, par contre, le territoire est un peu plus et moins, comment dire, moins disons que c'est pas son atout. Donc là, par exemple, le taux de logement vacant résidentiel, ça veut dire que sur le territoire Privas Centre-Ardèche, il y a beaucoup de logements vides par rapport à ce qui se fait ailleurs sur la région. On voit également que la médiane du niveau de vie est un peu plus faible qu'ailleurs, que le taux d'emploi est également un peu plus faible, et le taux de pauvreté également. Voilà pour ce graphique. Donc il peut être un peu complexe au départ, donc voilà, il faut bien penser que 5, c'est là où on est le plus fort, et 0, c'est l'endroit où on va être plus on s'approche de 0, plus c'est l'endroit où on va être le moins pertinent. Sous ce graphique, vous avez un tableau de synthèse où là vous retrouvez pour chaque indicateur la valeur du territoire
La valeur normalisée, donc c'est en fait le niveau de performance qui est représenté sur le graphique au-dessus. Là, vous voyez, c'est entre 0 et 5 sur le graphique. Donc là, la valeur normalisée, c'est cette valeur-là, c'est la valeur qui est affichée sur le graphique. Ensuite, vous retrouvez la médiane pour les territoires du même type sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, le minimum pris sur la région et le maximum pris sur la région. Donc pour le stock de carbone, on voit que le stock de carbone par hectare de Privas-Centre-Ardèche, c'est 239 tonnes équivalent CO2 par hectare. Et on voit que le minimum, il y a un EPCI sur la région qui stocke seulement 51 tonnes équivalent CO2 par hectare, alors que le maximum qu'on peut observer sur la région, c'est 283. Voilà, et vous avez ça pour pour un certain nombre d'indicateurs. Donc ça vous permet d'avoir un tableau de ce qui se fait sur votre territoire. Il y a juste une question sur le taux de logement vacant. Je pense qu'il faut que tu réexpliques en fait, parce que si on est inférieur à la médiane des EPCI, c'est que c'est pas bon en fait. D'accord. Ah oui, pardon, j'ai été peut-être un peu vite. Donc comment vous le présentez? Peut-être on peut repartir des chiffres. Ouais, voilà. Donc taux de logement, voilà, donc vous voyez là sur cette ligne-là, taux de logement vacant résidentiel. Sur mon territoire, j'ai 10%, on va arrondir, 10% de logements vacants. Si je regarde sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, en moyenne, on va dire que j'ai 8,2% de logements vacants. Ça veut dire que sur Privas-Centre-Ardèche, j'ai plus de logements vacants, et en fait on peut estimer qu'avoir des logements vacants, c'est pas ça montre pas un dynamisme c'est pas souhaitable pour le territoire d'avoir beaucoup de logements vacants. Donc là on va estimer que le territoire est moins bon que ce qui se fait sur la région. C'est pour ça qu'on a une note qui est faible, et que le territoire, si on revient au graphique, donc attendez, je l'ai perdu, taux de logement vacant résidentiel, voilà. Là on voit comme on a une valeur inférieure à la médiane des EPCI, on estime que c'est une faiblesse de ce territoire, et donc c'est pour ça qu'il est en orange. C'est un outil qui permet de comparer son territoire par rapport aux autres de la région. Je ne sais pas si c'est plus clair. Il y a la même question sur le taux de pauvreté en fait. On va refaire l'exercice. Donc le taux de pauvreté, donc là vous voyez que en fait la médiane des EPCI, elle a une note de 2,9, et la communauté d'agglomération Privas-Centre-Ardèche de 2,47. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc si je vais dans le tableau dessous, taux de pauvreté, mon territoire, il a 14% il a un taux de pauvreté de 14%. Alors que sur la région, le territoire médian, donc ce que vous pouvez, pour simplifier, vous dire en moyenne sur la région, ce qu'on observe, c'est 11%. Ça veut dire que mon territoire, il a un taux de pauvreté supérieur à la moyenne régionale, à la médiane. Donc on estime dans le graphique que c'est une faiblesse de ce territoire. Voilà, il a un taux de pauvreté qui est plus fort que sur la région. Donc du coup, on a une note moins bonne pour ce territoire que la moyenne régionale, enfin que la médiane régionale. Vous voyez, à chaque fois qu'on est sur ce graphique, à chaque fois que la barre qui représente le territoire est sous la médiane régionale, ça veut dire qu'on est moins performant. On est moins performant. Et par contre, donc si on dépasse, je sais pas, on prend un exemple sur les espaces naturels, là on voit que sur Privas-Centre-Ardèche, on dépasse en niveau de performance beaucoup plus. On a un niveau de performance beaucoup plus élevé que la médiane régionale, donc on est en vert parce que c'est vraiment un atout du territoire. On a beaucoup d'espaces naturels. Et, voilà, pour les émissions de gaz à effet de serre, c'est pareil. En fait, là, le territoire, il a un niveau de performance meilleur que la médiane régionale. Donc ça veut dire que sur Privas-Centre-Ardèche, il y a moins d'émissions par habitant
que ce qui se fait en moyenne sur la région. Donc du coup, on a un niveau de performance plus important. Peut-être qu'on peut faire un temps de questions. De toute façon, oui, en fait, c'est le prévu, c'est le temps de questions. Donc, j'ai un certain nombre de questions qui sont arrivées par chat que je vais relayer maintenant. Et ensuite, je vous donnerai la main. Je vois qu'il y a des personnes qui lèvent déjà la main. Donc, on va commencer par prendre les questions au fur et à mesure qu'elles sont arrivées. Et puis, on va avancer comme ça. Alors, je vais reprendre juste déjà la question sur le passeport CESBA. Il y a des questions sur le stock de carbone que je lirai après. Je vous oublie pas. Alors, le taux de pauvreté, on a répondu. Donc, comment sont actualisées les données et quelles sont les fréquences de mise à jour? Alors, l'idée, c'est, en fait, chaque jeu de données a une, est mis à jour par, pardon, je recommence. Donc là, les données, en fait, il y a des données qui viennent de l'INSEE, il y a des données qui viennent de l'ORCAE, donc l'Observatoire régional climat et énergie, il y a des données qui viennent de l'IGN. En fait, sur chaque portail, les données sont mises à jour à des fréquences différentes. Donc sur l'ORCAE, pour les données de consommation et d'émissions de gaz à effet de serre, c'est mis à jour chaque année. Donc là, les données 2016 viennent de sortir. Donc nous, dans Terristory, on va les mettre à jour d'ici un mois. Donc pour ces données-là, la fréquence de mise à jour, c'est tous les ans. Pour les données de l'INSEE, il y a des données qui sont mises à jour de manière moins fréquente. Donc là, ça va être, en fait, on attend que l'INSEE mette à jour ces données pour le faire dans Terristory. Mais l'idée, c'est que dans Terristory, il y a une mise à jour annuelle pour tous les jeux de données qui ont une version plus récente. Alors, ensuite, j'ai pourquoi noter sur 5 et pas sur 100? C'est un choix qu'on a fait. Notamment, en fait, c'est un choix qui a été décidé dans le cadre du projet CESBA-ALPS. Donc, CESBA-ALPS a impliqué le territoire Auvergne-Rhône-Alpes en France, mais a également impliqué d'autres territoires européens. Et au sein des discussions de ce projet-là, ce qui a été décidé, c'était de mettre un niveau de performance entre 0 et 5. Alors après, j'ai une autre question. Ça, ok, c'est le passage en note qui nous a perdu. Il faut bien penser que la barre représente la note. C'est exactement ça. Mais j'ai peur qu'on perde les élus quand on présentera les résultats pour ce type d'item. Taux de pauvreté, taux de vacances. Ouais, on a répondu. Ouais. En fait, effectivement, on a eu pas mal de réflexions autour de ce graphique. Note, c'est peut-être le terme de note, c'est peut-être ce qui parle le plus, mais on trouvait ça délicat d'afficher une note, mais peut-être que si ça vous parle plus, on pourra peut-être le repenser de cette manière-là. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, parce qu'on a pas mal échangé avec les territoires pilotes là-dessus et on est retombé finalement sur ce système-là. Mais si vous avez d'autres suggestions, on est preneur. Oui, complètement. Ouais. J'ai une autre question, c'est peut-on afficher la comparaison entre deux territoires? Non, pour l'instant, c'est une fonctionnalité qui n'est pas développée. Mais c'est à retenir. Ouais. Alors après, alors après, on a eu des questions qui n'ont rien à voir avec le passeport CESBA, mais c'était sur les taux. Le total est très bas pour le stock de carbone, jusqu'à 283 tonnes équivalent CO2 par hectare. Alors, je sais pas. C'est un constat. Alors, peut-être que c'est lié à la méthode qu'on utilise. Donc, la méthode qu'on utilise, c'est la méthode qui a été définie dans le cadre de l'ORCAE, qui prend en fait les données Corine Land Cover, qui sont des données d'occupation du sol, qui est définie la résolution de Corine Land Cover n'est pas très fine, donc effectivement, l'estimation, on peut faire mieux en termes d'estimation du stock de carbone, et on est en train de réfléchir à intégrer d'autres méthodes, notamment une méthode qui a été développée par l'ADEME, qui est beaucoup plus fine, qui prend en compte par exemple le type d'agriculture, le type de sol, ce genre de choses. Il y avait une autre question toujours sur ces choses-là, qui représente le total quand nous parlons de pourcentage. Le pourcentage moyen? Non, le total, alors je vais revenir parce que pour vous expliquer, ça sera plus simple. Donc
si je sélectionne par exemple la consommation d'énergie par habitant, en fait le total c'est on somme en fait c'est la valeur sur le territoire. On somme la consommation d'énergie, donc on a la consommation d'énergie sur le territoire. On a par ailleurs le nombre d'habitants sur le territoire, et donc là on a bien sur le total la consommation d'énergie du territoire rapportée au nombre d'habitants. C'est pas la moyenne des communes. C'est bien la consommation d'énergie totale rapportée au nombre total d'habitants sur le territoire. Alors ensuite, j'ai pourquoi la médiane des EPCI pour la part des logements desservis par un réseau de chaleur 2017 n'apparaît pas dans le passeport CESBA. Oui, si, je sais répondre à la question. Non, attendez, je vais le montrer pour que tout le monde puisse voir en direct. Donc, voilà, on a donc part de logement desservi par un réseau de chaleur. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Donc là, on voit que sur Priva Centre Ardèche, on a 0,06% des logements qui sont desservis par un réseau de chaleur. Et par contre, la médiane des EPCI, on la voit pas. En fait, c'est parce que la quasi-totalité des logements en Auvergne-Rhône-Alpes ne sont pas desservis par un réseau de chaleur. Donc en fait, on est à 0 en termes de niveau de performance. Je peux vous montrer la carte. Si je reviens en termes de cartographie sur la région, voilà. Alors, ce qui se passe, donc partout vous voyez qu'il y a, partout, c'est un bon exemple, partout vous voyez le fond. Donc là par exemple sur la communauté d'agglo Pays d'Issoire, vous voyez le fond, il n'y a pas d'aplat de couleur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réseau de chaleur sur ce territoire. Sur les territoires qui sont coloriés en blanc, c'est les territoires qui ont entre 0 et 13% de logements qui sont desservis par un réseau de chaleur. Et vous voyez, alors celui qui bat tous les records, dessous là, où il doit y avoir un énorme réseau de chaleur. Voilà. C'est ce qui explique que la médiane des EPCI, en fait, elle est à 0. Voilà. Alors après, j'ai les données sont-elles exportables au format CSV? Non, les données pour l'instant ne sont pas exportables au format CSV. En revanche, comme ce sont des données qui viennent de portails nationaux, elles sont toutes les données sont toutes téléchargeables sur d'autres portails. Donc, par exemple, si je vous donne la consommation d'énergie 2015, en fait, vous cliquez sur le PDF, sur la méthodologie, et voilà, vous avez le lien où vous pouvez télécharger les données. Donc, pareil, pour l'outil, je sais pas, par exemple, on peut prendre le taux d'emploi. Vous pouvez cliquer sur le PDF et voilà, vous avez source des données sont issues de la BANICI 2014. Si vous cliquez sur recensement 2014, là, vous allez avoir accès aux données qui nous ont servi pour calculer l'indicateur. Peut-on entièrement préparer un diagnostic PCAET avec tous les jeux inclus? Alors, c'est la question. Je peux répondre. Oui. Alors déjà, un diagnostic PCAET, ça comprend le climat, l'air et l'énergie. Donc là, vous n'avez pas toutes les données sur le climat et vous n'avez pas les données sur l'air. Donc vous avez déjà une partie des données énergétiques. Et de toute façon, c'est basé sur des données qui sont issues des observatoires. Et le mieux, c'est quand même, pour faire les diagnostics, de s'appuyer sur les données brutes qui sont les données des observatoires. Donc là, ça vous permet de visualiser. Mais pour avoir vraiment les données de base, pour l'instant, elles ne sont pas exportables sur Terrestory. Il vaut mieux se reporter aux données des observatoires, en sachant que ce sont les mêmes. Ça, c'est pour la partie peut-être état des lieux. Oui. Et sur le diagnostic, on parle. Ah oui, sur le diagnostic, oui. Voilà. Après, on a des remarques et des conseils, donc ça, je les passe. Donc, pour les données énergétiques, notamment la consommation, est évoquée une source OREGES. Des données sont disponibles au SDES en open data. Pourquoi ne pas les utiliser? Je veux bien que tu répondes. Je peux répondre en partie. Les données qui sont sur les SDES de mémoire sont des données qui sont issues des gestionnaires, entre autres des gestionnaires de réseau.
et les données ne sont pas complètement exhaustives. Donc, l'OREGES retravaille ces données en les complétant. Par contre, les données de modélisation de l'OREGES sont rebouclées avec les données réelles. Donc, les données du SDES sont bien utilisées, mais il n'y a pas que ces données-là. Donc, elles sont plus complètes, les données OREGES, et elles sont donc plus fiabilisées. Et alors après, j'ai encore une question. Peut-on afficher pour les logements la part de chauffage au fioul, la part de chauffage élec, la part de chauffage au bois? Très intéressant pour nous. Eh ben, pour l'instant, non. Mais on peut le noter en termes de souhait et regarder si les données sont disponibles. Donc, je réponds. En fait, vous avez quand même dans le jeu de données consommation d'énergie, je vous fais la démonstration. Donc là, si on regarde les camemberts, en fait, vous pouvez filtrer sur le secteur résidentiel. Et puis là, vous allez avoir le type d'énergie qui est utilisé dans le secteur résidentiel. Donc, vous avez le gaz, vous avez les ENR thermiques, l'électricité, et vous pouvez voir la part que représente chaque énergie. Et ensuite, vous avez les usages. Donc, par exemple, pour le chauffage, voilà, donc vous avez sélectionné le secteur résidentiel pour le chauffage, et là, vous avez la répartition par type d'énergie sur le camembert central. Donc, vous voyez que pour la région... Alors, je ne sais pas si ça s'est mis à jour, en fait. C'est encore en train de filtrer, là, donc voilà. Donc, vous voyez, donc, en fait, vous avez, pour le chauffage, pour le résidentiel, une idée sur la région, parce que là, c'est le territoire qui est sélectionné, la part représentée par le gaz, par les ENR thermiques, par l'électricité, par les produits pétroliers, enfin, par les déchets. Et ça, vous l'avez également à l'échelle d'un territoire. Alors après, peut-on récupérer les cartes pour illustrer nos présentations? Alors ça, pas encore, mais c'est prévu. Donc, et les camemberts aussi, je viens d'avoir la donnée. Ouais, ça c'est prévu. Donc d'ici max fin du premier semestre, ça sera en ligne. Et pourquoi brider le choix périmètre et maille, ne pas pouvoir choisir de voir la région avec la maille communale? Ça, c'est pour une question d'affichage. En fait, afficher toutes les données sur toutes les communes de la région, ça risque d'être très lourd à afficher, encore plus si vous avez une connexion faible. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Moi, je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que des personnes souhaitent poser leurs questions oralement ou continuer par chat? Sinon, on va avancer dans la présentation. Ah, j'ai encore des questions. Sur certaines EPCI, les données sont confidentielles. Comment avoir ces données? Eh bien, est-ce que Yolande, tu veux répondre? Tu veux que je réponde? Les données sont confidentielles, donc on n'a pas le droit de les diffuser en fait. Donc c'est des données OREGES qui sont confidentielles ou secrétisées, donc on n'a pas moyen de les diffuser. C'est souvent des données qui concernent l'industrie ou la gestion des déchets, et dans ces cas-là, il faut que les EPCI voient avec leurs industries si elles autorisent la diffusion de ces données. Mais nous, on n'a pas le droit, on est tenu au secret statistique. Et alors, j'ai une question qui nous demande si on peut réexpliquer comment on filtre. Ah, alors, attendez, je vais peut-être pas. Donc là, on est sur le jeu de données consommation d'énergie. Donc vous avez les 3 camemberts. En fait, si vous cliquez sur une des parts de camembert, donc là, par exemple, industrie hors branche énergie. Oui, oui, donc la question de la confidentialité, voilà, là, on l'a bien. Là, vous voyez, en cliquant sur la part de camembert, dans le filtre, dans l'encart vert, il y a bien marqué secteur industrie hors branche énergie. Donc, c'est bien que là, mon clic a été pris en compte. Et de toute façon, vous voyez la carte qui s'est mise à jour. Là, vous avez vu que sur ce secteur-là, il y a beaucoup de confidentialité et vous avez vu la carte actualisée. Vous pouvez, si vous voulez filtrer sur un type d'énergie pour le secteur industrie, vous pouvez cliquer sur le gaz. Donc là, vous voyez que mes camemberts, ils se sont mis à jour. Et là, mettons, bon alors là, c'est un exemple, c'est pas un super exemple, mais si en plus, je voulais filtrer sur le chauffage,
pour l'usage, je me place sur la bande chauffage, qui est très fine. Hein, et voilà, là du coup j'ai filtré sur les 3 camemberts. Si je veux sortir des filtres, ça sera amélioré, mais en fait il faut que je double-clique sur le camembert. Voilà, donc là vous n'avez plus de filtre. Est-ce que c'est plus clair? Super, merci. Je propose qu'on avance parce qu'il est déjà assez tard et qu'on a encore une partie sur les plans d'action. Oui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer par chat. On répondra plus tard ou après le webinaire si vraiment on est trop pris par le temps. Donc là, je vais passer sur une partie pour vous montrer un peu les potentialités de Terristory pour faire un état des lieux sur son territoire et construire un plan d'action. Donc je vais commencer par une partie plus état des lieux. Donc j'avais pris comme exemple le PCI Privas-Centre-Ardèche que je vous ai déjà montré. Voilà. Et donc je vais revenir à la consommation énergétique. Donc consommation énergétique 2015, je le sélectionne. Donc là, si je reviens, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'aperçoit que sur ce territoire, finalement, c'est le secteur résidentiel qui est le plus consommateur, avec 40% des consommations. Ensuite, on a le secteur des transports, qui représente 26% des consommations, et le tertiaire, 18%. On voit que l'électricité représente une part importante, donc 30%, et les produits pétroliers, 40% de la consommation, avec environ 35% de la consommation qui est consommée par le chauffage. Donc, si je clique sur le secteur résidentiel, là on voit que le chauffage, ça représente quasiment 3/4 de la consommation résidentielle. Donc il y a peut-être quelque chose à faire pour mieux isoler les bâtiments sur ce territoire pour consommer moins en chauffage l'hiver. Donc les deux conclusions du précédent jeu de données, c'était que le secteur résidentiel représente une part importante de la consommation, le chauffage, quasiment 3/4 de la consommation résidentielle, donc il y a peut-être quelque chose à faire en termes d'isolation des bâtiments, et sur l'eau chaude sanitaire, on n'a pas de VNR thermique, ce qui peut être intéressant à développer. Là maintenant, j'ai choisi comme indicateur la part d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie 2015. Donc là, vous voyez représenté sur le territoire, par exemple sur Priva, on voit qu'il y a 4,7% d'ENR, de production ONR par rapport à la consommation. Je ne sais pas si je suis claire. Et le graphique que vous avez dessous, vous pouvez voir, met en relation en fait la consommation d'énergie finale du territoire avec sa production d'énergie renouvelable. Vous voyez les différentes classes. Donc là, en bleu pâle, vous avez la production éolienne. Vous avez en bleu foncé la production hydraulique et en marron la valorisation thermique de la biomasse solide. Donc là, c'est des chaufferies bois. Comme pour les autres graphiques, vous pouvez filtrer. Là, si je clique sur l'éolien, en fait, vous voyez qu'il y a la production éolienne est en fait localisée sur 2 communes du territoire, donc à Fresnay, où en fait, si on regarde, à Fresnay, il y a un parc éolien avec 5 éoliennes de 10 MW. Et on voit que la production de ces 5 éoliennes par rapport à la consommation communale de Fresnay, ça représente 1223% de la consommation. Et donc là, au Pouzin, il doit y avoir une éolienne également. Je suis pas allée voir. Si vous cliquez sur production hydraulique, donc là, vous pouvez voir les communes où il y a des barrages. Donc, par exemple, à Beauchastel, il y a un barrage hydroélectrique sur le Rhône. Donc, on a également
voilà, une production ENR sur ce territoire. Et ce que je voulais du coup vous montrer, c'était, du coup on voit également qu'il y a un petit peu de production photovoltaïque. Le solaire thermique, comme je vous le disais, est quasiment absent parce qu'on ne le voit pas apparaître là dans la grande barre. Il devrait apparaître en orange. Donc en fait, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Et puis pareil, il n'y a pas de. Vous voyez que la valorisation thermique du biogaz apparaît pas du tout apparaît pas du tout, c'est-à-dire qu'il est trop faible pour s'afficher. Donc il y a peut-être une réflexion à avoir sur ces ENR, sur ces filières ENR. Voilà. Et ensuite, je voulais vous montrer le potentiel de méthanisation. Toujours sur mon territoire CA, donc communauté d'agglomération privée Centre Ardèche. Vous voyez que vous avez le potentiel en mégawattheure sur chaque commune. Si on regarde le graphique dessous, on voit que la majorité du potentiel est représentée par les déjections d'élevage. Et si on regarde les méthaniseurs qu'il y a sur le territoire, vous voyez le petit cercle, en fait il n'y en a qu'un, et c'est un méthaniseur industriel donc c'est l'industrie Clément Fauger, donc qui produit les crèmes de marron, que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent. Et en fait c'est un méthaniseur pour une autoconsommation de cette industrie agroalimentaire de type thermique. Donc en fait, ils produisent du biogaz, ils le chauffent pour leurs besoins, pour leur process interne. Or, vous voyez qu'on a quand même beaucoup de potentiel en termes de déjection d'élevage. Et donc ça, c'est une piste de développement sur ce territoire-là. On a fait le calcul avec mon collègue. En fait, il y a un méthaniseur qui est situé un peu au-dessus de Privas Centre Ardèche sur un autre PCI qui valorise des déjections d'élevage. Et donc mon collègue me disait que ce méthaniseur, donc qui est présent sur Archaglo, c'est un méthaniseur en cogénération qui a 150 kg en puissance à 150 kWélec et produit 3000 MWh. Donc en fait, si on regarde par rapport là au potentiel de déjection d'élevage, on pourrait en mettre 4 sur Privas Centre Ardèche de méthaniseurs de ce type-là. Donc ça, c'est pour vous donner, c'est pour vous donner des pistes. Et une fois qu'on a fait cet état des lieux, on peut avoir envie d'estimer la production d'énergie que ça produirait sur mon territoire, et puis les émissions de gaz à effet de serre que ça éviterait, etc. Donc là, vous retournez dans le menu, et vous allez tout en bas, et il y a quelque chose qui s'appelle plan d'action en orange. Voilà, et quand vous cliquez dessus, il y a une nouvelle page qui s'ouvre, qui est notre module de simulation de plan d'action. Vous avez des actions de production d'énergie renouvelable, des actions sur le bâtiment et des actions sur la mobilité durable. Donc là, c'est un module qui est territorialisé, c'est-à-dire que les chiffres entre territoires ne seront pas forcément les mêmes. Donc là, on est bien sur le territoire que j'ai sélectionné. Ce qu'on s'était dit à partir du bilan, c'était que on avait un peu de marge pour installer du solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire. Donc là, on peut réaliser son plan d'action. Donc vous voyez le nombre d'années, ça va de 2018 jusqu'à 2030. On peut décider dans son plan d'action des actions qu'on va mener de manière prospective. Donc là, pour l'installation solaire thermique, on décide du nombre de bâtiments collectifs équipés et de la surface de capteurs par bâtiment. Donc là, par exemple, on peut mettre qu'on va équiper 100 bâtiments avec une surface de, je sais pas, mettons en moyenne 50 mètres carrés. On peut mettre 100 bâtiments en 2021, pareil. Je peux mettre 4 années de suite. Voilà.
en 2023. Voilà. Donc ça, c'est les paramètres génériques. Ensuite, dessous, vous avez modifié les paramètres économiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, je vais vous montrer d'abord les impacts. Je réfléchis en même temps et je reviendrai sur ces paramètres après. Ensuite, on a vu qu'on avait, on avait du potentiel pour développer la méthanisation et notamment la cogénération pour valoriser les déjections d'élevage. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'en fait, on a la place pour mettre 4 méthaniseurs de puissance moyenne 0,15. Pardon, hop, je vais y arriver. Donc je vérifie, ouais, c'est ça. Donc là, on peut en mettre 4. Bon, allez, je joue le jeu jusqu'au bout. J'en mets. Hop, voilà. Et puis on a vu qu'on pouvait faire des progrès sur la consommation en chauffage et donc en isolant des bâtiments. Donc là, par exemple, en 2020, on peut se dire que j'isole 1000 bâtiments et comme ça, à la campagne, il faut en moyenne 100 mètres carrés. Voilà. Et puis, on fait une petite pause et en 2023, on met 100 mètres carrés. Ouais. Voilà. Et donc là, ensuite, je lance le calcul. Donc en lançant le calcul, vous avez donc la consommation d'énergie que vous allez économiser par votre action de rénovation. Donc là, vous voyez que vous économisez en rénovant les bâtiments avec les chiffres que j'ai mis 55 000 mégawattheures, si j'arrondis. Qu'avec l'installation des différents méthaniseurs et puis des panneaux solaires thermiques, vous allez produire 22 000 mégawattheures. Vous avez, donc oui, je dis ça, mais en fait, c'est une fois que vous avez fini vos différentes actions. Donc là, à partir de 2023, parce que vous retrouvez des différentes années sous les graphiques. Vous voyez que c'est évolutif, là, comme j'ai rempli des choses année par année, ça se cumule, en fait. Donc vous avez les émissions de gaz à effet de serre évitées. Vous avez la baisse de la facture énergétique sur votre territoire qui va avoir lieu. Donc là, en 2023, on arrive à 10 876 € d'économisés. Vous avez le nombre d'emplois générés sur votre territoire. Donc le territoire sélectionné, il est en bleu pâle, mais vous avez aussi le nombre d'emplois générés sur la région. Donc votre territoire inclus pour le chiffre régional. La valeur ajoutée générée sur votre territoire. Donc là, vous voyez pour ces graphiques, en fait, le nombre d'emplois générés et la valeur ajoutée est plus importante les années d'investissement. Et ensuite, le nombre d'emplois se réduit parce qu'on n'a que des emplois qui concernent l'exploitation et la maintenance des installations. Et puis, vous avez des retombées fiscales. Donc, quand vous implantez un méthaniseur, il y a des retombées fiscales pour les différents types de collectivités, et donc vous avez ces retombées fiscales qui sont indiquées sur ce graphique. Rapidement, parce que je voudrais qu'on garde un temps de questions, je vous montre, mais je ne rentrerai pas dans le détail. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez venir à la formation le 19. Qui est réservée aux collectivités territoriales. Voilà, qui est réservée aux collectivités territoriales, comme le précise Yolande. Sous chaque action, vous avez des paramètres. Alors, vous avez des paramètres économiques qui permettent de moduler le nombre d'emplois et la valeur ajoutée. En gros, pour chaque étape d'installation et d'exploitation et maintenance de votre action, vous pouvez indiquer le pourcentage qui revient à votre territoire. C'est-à-dire que si vous savez, par exemple, que sur votre territoire, vous avez toutes les entreprises nécessaires pour vous permettre de poser les panneaux solaires, ici, là, dans la part captée par le territoire, vous pouvez mettre 100%. Si vous savez que c'est que des entreprises locales qui
qui pourront travailler sur cette installation. Voilà, vous pouvez moduler le chiffre en fonction de la connaissance du tissu économique du territoire. Et ensuite, vous avez, si je clique, vous avez d'autres paramètres qui sont là plus généraux. Donc là, par exemple, c'est le rendement des panneaux solaires pour l'eau chaude sanitaire. Donc on sait qu'en moyenne, c'est 44%, mais voilà, si vous avez une technologie particulière, vous pouvez avoir envie d'affiner ce chiffre-là. Et donc ça, c'est pareil pour toutes les actions. Vous avez différents paramètres. Pour la rénovation résidentielle, vous pouvez choisir si c'est des rénovations très performantes, peu performantes. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette partie plan d'action pour qu'on ait le temps de prendre vos questions. Alors, je remonte aux questions. On reprend. Y a-t-il un jeu sur les gaz à effet de serre non énergétiques? Un jeu de données. Oui, alors ça, vous allez le retrouver. En fait, vous avez une catégorie. Si je reviens à la partie visualisation, donc vous avez émissions de gaz à effet de serre 2015. Alors, je vais me mettre à la région parce que on n'aura pas de confidentialité. Vous avez donc là les émissions de gaz à effet de serre 2015 qui sont représentées comme la consommation d'énergie. Et là, vous avez des émissions non énergétiques. Donc si vous cliquez dessus, comme pour les autres, voilà, vous allez avoir une idée. Donc vous avez le total sur la région pour des émissions de gaz à effet de serre non énergétiques. Et vous voyez que c'est majoritairement l'agriculture, ensuite l'industrie, et puis la gestion des déchets. Alors après, j'ai une question. Pour l'hydraulique, pas de différenciation entre gros barrages et la micro-hydro? Oui, alors ça, c'est une remarque que le Club des collectivités pilotes nous a déjà faite. Pour l'instant, effectivement, on n'a pas différencié, mais ça va venir. Ensuite, comment représenter l'évolution temporelle d'un indicateur pour montrer la dynamique? Ça, c'est pareil, on y travaille. En fait, pour l'instant, on a des jeux de données que sur une seule année. Mais l'idée, c'est que nous intégrions différentes années et que pour votre territoire, vous puissiez voir l'évolution. Donc ça, c'est un travail qu'on va démarrer au départ sur les TEPOS, mais qui sera généralisé pour l'ensemble des territoires et qui devrait se faire sur le premier semestre, où en fait, vous verrez donc vos données de production, de consommation d'énergie pour différents millésimes, pour que vous puissiez commencer à identifier une trajectoire et qui sera complétée par les projections des plans d'action qui seront saisis. Par exemple, sur un TEPOS, si le chargé de mission remplit un plan d'action là, grâce au module que je vous ai montré, des chiffres seront récupérés et pourront compléter la courbe de la consommation ou de la production d'énergie renouvelable. Alors après, j'avais une autre question. Ça, je complète, c'est si, parce que là, à terme, pour l'instant, vous ne pouvez pas encore enregistrer vos paramètres de plan d'action, mais ça sera bientôt mis en ligne. Donc, n'hésitez pas à enregistrer vos plans d'action et ça permettra de modifier voilà, les futurs graphiques de trajectoire. Pour combien d'utilisateurs simultanés Terristory est-il conçu? Eh ben, on pensait que c'était pour un grand nombre d'utilisateurs, mais vous voyez qu'on vient de faire le test en ligne avec vous et que ce n'est pas le cas. Donc, on va revenir vers nos développeurs pour leur dire de faire des tests parce que normalement, il faut que ça puisse tenir la route pour, je sais pas moi, 1 millier d'utilisateurs. Donc là, ça n'a pas l'air d'être le cas. On l'avait jamais testé. Est-il prévu d'intégrer davantage d'actions de maîtrise de la demande en énergie, sobriété, efficacité, secteur industriel, transport, etc., etc. Donc c'est étoffer le catalogue. Voilà, je pense que c'est la question. Donc oui, c'est prévu que ce catalogue d'actions s'étoffe. Donc on y travaille là au premier semestre. Ça va se faire de manière progressive. D'ici fin juin, il y aura certainement entre entre 5 et 10 actions supplémentaires sur Terristory, mais voilà, l'idée c'est d'aller vraiment étoffer au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas, si vous avez des actions prioritaires
que vous souhaiteriez voir, n'hésitez pas à nous les suggérer Par mail. par mail. Où trouver les hypothèses associées aux actions, par exemple rénovation des logements, est-ce que c'est du BBC, est-ce que c'est autre chose, etc. Ouais, alors ça, je vous l'ai pas montré. Quand vous êtes sur la page plan d'action, vous avez un petit point d'interrogation en haut à droite. Si vous cliquez dessus, vous avez la méthodologie qui s'affiche. Alors, il faut savoir que c'est pareil, il faut qu'on y revienne et qu'on l'étoffe de plus en plus. Parce que pour l'instant, elle est assez succincte, mais voilà, d'ici peu de temps, vous pourrez trouver encore plus d'informations sur les hypothèses de calcul, sur ce qui a été pris en compte. Voilà. Et pareil, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des informations qui vous manquent. N'hésitez pas à nous le faire remonter. Est-ce que l'on peut enregistrer les résultats des scénarios que l'on imagine? Tu as déjà répondu, me semble-t-il. Ouais. Donc là, vous voyez, moi je suis sur la plateforme de développement. Donc pour l'instant, sur le site ouvert au public, ça s'affiche pas, mais en haut à droite, vous aurez se connecter. Et en se connectant, vous pourrez enregistrer vos plans d'action. Donc ça, il faut que vous ayez un compte. Et donc ça, vous pourrez vous le créer quand ça sera ouvert. Et ensuite, donc là, ça sera l'enregistrement des paramètres. Et en relançant le calcul, vous pourrez retrouver vos résultats. Et puis, on pense également rendre possible l'export des graphiques par PDF. Mais ça, pour l'instant, vous pouvez les copier. Alors ensuite, j'ai une question, c'est peut-on affecter une action à une commune au sein d'un territoire? Non, ça c'est pas prévu. Enfin, ça n'a pas été développé comme ça. L'entrée, c'est vraiment une entrée territoriale. Le webinaire était. Je finis. Ça, je réfléchis en même temps, mais en fait, vous pouvez toujours estimer les résultats sur votre PCI, par exemple, et puis regarder quel impact ça aurait sur votre commune. Mais effectivement, les paramètres par défaut qui sont territorialisés pour l'impact sur l'emploi et l'impact sur la valeur ajoutée, ça sera l'ensemble du territoire de l'EPCI qui est pris en compte. Alors, on me demande, le webinaire est enregistré, oui. Est-ce qu'il sera diffusé? Oui, on va trouver un moyen de le mettre à dispo pour tout le monde, notamment les personnes qui n'ont pas pu y assister. Et il y a certainement, on est en train de réaliser des tutoriels qui seront également en ligne. J'ai une autre question. Quels autres potentiels de développement ENR sont prévus d'être intégrés à la plateforme et pour quand? Alors, en fait, d'ici 2-3 mois, vous aurez le potentiel bois, le potentiel solaire thermique, le potentiel solaire photovoltaïque et certainement un peu plus tard le potentiel éolien. C'est assez complexe le potentiel éolien, donc voilà. J'ai une autre question. La création d'un compte Terristory sera-t-elle gratuite pour les collectivités? Oui, ça sera gratuit. Le site a vocation à être gratuit et libre d'accès pour tous. Voilà. Moi, je n'ai pas d'autres questions. Donc, si vous souhaitez intervenir, on laisse le chat ouvert encore quelques minutes. De toute façon, on va finir la présentation. Et puis, si vous souhaitez lever la main, n'hésitez pas également. Je peux vous donner la parole oralement si vous voulez intervenir. Peut-être on montre la dernière. Ouais, on va vous montrer parce que j'ai des questions sur la formation là dont on a parlé. Donc, on avait une dernière diapo. Donc, dans les nouvelles données, fonctionnalités à venir. Là, je ne vous l'ai pas montré, mais vous avez peut-être vu dans ma présentation au départ des imprimés écrans. On travaille également sur des flux, sur représenter des données de flux. Donc pour l'instant, on a travaillé sur les flux domicile-travail. Donc ça, c'est des données qui vont apparaître très prochainement, que vous pourrez tester. Et l'idée, c'est qu'ensuite, on affiche des flux de matière. Voilà. Donc on travaille là-dessus. Donc les nouveaux potentiels, donc ça j'ai déjà répondu. D'ici 2-3 mois, vous aurez d'autres potentiels de disponibles. Pour tout ce qui est données issues de leur cahier, donc les données de consommation d'énergie et les données d'émission de gaz à effet de serre, pour l'instant c'est les données 2015 dans Terristory, mais on va rapidement mettre à jour les données pour que vous ayez des données 2016. On va ajouter des nouvelles actions de transition énergétique et d'ici fin juin,
on va ouvrir la possibilité d'enregistrer ces paramètres. Donc c'est ce qu'on vous disait. Voilà, et on va certainement retoucher le menu, je vous le dis, pour que vous ne soyez pas déstabilisés si vous revenez dans quelques mois. Le menu pour choisir ces analyses. Là, vous voyez les plans d'action, il est tout en bas du menu. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va retravailler. Donc peut-être que ça sera légèrement différent. Voilà, et sinon, l'information. Donc on a une formation à l'utilisation de Terristory en présentiel dans les locaux d'Aura 2E. C'est réservé aux collectivités territoriales. Et c'est le 19 mars de 9h30 à midi. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, il reste de la place. Et donc ça, vous pouvez nous envoyer un petit mail sur l'adresse Terristory si vous êtes intéressé. Alors j'ai eu d'autres questions qui sont arrivées entre-temps, donc je les relaye. Qu'apporterait un compte pouvoir enregistrer son plan d'action? C'est ça l'intérêt, oui. C'est ça l'intérêt, oui. Donc on n'a pas montré les cartes de flux. Là, pour l'instant, elles sont pas disponibles. Elle peut les montrer sur le. Peut les montrer. Ouais, sur le. Les montrer, c'est pour les montrer sur le serveur de dev, enfin de développement pour ceux qui ne sont pas familiers. Alors excusez-moi, je bataille avec le. Voilà. Donc migration pendulaire. Voilà. Donc là, à la région, ça fait un peu toile d'araignée, mais bon, vous voyez des gros centres qui attirent des gens. Je peux vous montrer sur, je sais pas, sur un autre PCI. Donc c'est un peu plus clair. Voilà. Donc là, par exemple, sur Forez, sur la communauté de communes Forez Est. Vous voyez les flux entre communes. Donc là, par exemple, sur le territoire, à Feur, vous voyez qu'il y a 187 trajets pour des raisons. Enfin, donc là, c'est des migrations pendulaires domicile-travail. Donc vous avez 187 trajets entre Montbrison et Feur. Donc là, c'est dans le sens des gens qui habitent à Montbrison qui viennent travailler à Feur. Là, vous avez un gros flux qui va vers Saint-Étienne, donc vous avez plusieurs communes de l'EPCI qui vont vers Saint-Étienne, avec des gens qui vont de leur commune à Saint-Étienne. Voilà, pour le genre de représentation que vous pouvez avoir. Vous pouvez abaisser le voilà. Là, j'ai abaissé le seuil de trajet, parce que comme c'est un peu lourd à afficher, vous pouvez choisir d'afficher qu'à partir de 65 trajets ou plus. Donc vous voyez là, vous avez des petites flèches, donc là il y a des trajets dans les deux sens. Vous avez des gens qui habitent à Feur qui vont aller travailler à Montron, et des gens qui habitent à Montron qui vont aller travailler à Feur. Voilà. On dit Monron. Mais... pardon, je suis allée un peu. Je rajoute ouais. Il y a encore quelques questions qui sont arrivées, je pense que ça va être les dernières. Donc il y a une maille au sein de la métropole qui est la conférence territoriale des maires. Cela peut-il être pris en compte? Donc, je pense que c'est une maille supracommunale. Il faut qu'on regarde en fait. Oui, il faut qu'on regarde. On reviendra vers vous là-dessus. Alors, outil très intéressant, merci pour le travail et la présentation. Une autre date de formation est-elle prévue? Donc, il y a la formation du 19 mars pour les collectivités, et on peut envisager éventuellement de reprogrammer un webinaire en fonction de la demande. On va voir en fonction du nombre de questions qu'on reçoit. De toute façon, on va mettre ce webinaire en ligne, comme on vous l'a dit, dans un premier temps, et puis si on a de la demande, on peut envisager de refaire une formation. Et n'hésitez pas à nous dire les différents aspects qui vous intéressent. Parce que là, c'était une présentation générale, mais si vous voulez qu'on fasse un zoom sur les hypothèses de calcul, sur certains jeux de données, voilà, n'hésitez pas à nous dire. Alors, quel lien avantage par rapport à l'outil Prosper? Alors, quel lien avantage? Donc déjà, les liens, la Terristory. C'est un outil qui est en fait plus large que Prosper, dans le sens où il y a un module de cartographie où vous pouvez visualiser des données. Et l'idée, c'est d'avoir un outil complet qui vous permette de faire un état des lieux et de comprendre le métabolisme de votre territoire, et à partir de ça, de construire votre plan d'action. Pour la partie plan d'action, effectivement, il y a des liens avec Prosper, et en fait, on est en discussion avec le Ciel
pour qu'il y ait des échanges entre les deux outils. Et j'ai une autre dernière question. Les potentiels ENR dont j'imagine sont fournis dans le cadre du SRADET, est-ce possible d'intégrer des potentiels à une maille plus fine? Les potentiels, ils sont disponibles à la maille communale? Oui. Ici. Donc, je vous remontre le potentiel de méthanisation. Oui. C'est bien à la maille communale. Là. Et le potentiel. Voilà. Et donc, j'ai une dernière question sur les flux domicile-travail. Est-ce que c'est tout mode confondu? Oui, c'est tout mode confondu. Et une des idées qu'on a, ça serait qu'il y ait un camembert sous les flux, comme pour les autres jeux de données, où vous pourriez filtrer par type de transport. Enfin, par type de mode, en fait. Donc, comme ça, vous pourriez voir les gens qui utilisent leur voiture, le vélo. Alors, c'est une autre. Peut-on fournir des données pour mise à jour des données? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous fournir des jeux de données que vous posséderiez? C'est ça la question. Oui. Ah bah oui, si vous détectez des erreurs, n'hésitez pas à nous les remonter. C'est comme pour les observatoires, on fera des mises à jour. Hein. Si vous avez des jeux de données, que vous constatez des incohérences, n'hésitez pas à nous faire des retours. Et ouais, je complète sur les données d'installation notamment, sur les réseaux de chaleur et là sur les installations de méthanisation, mais à terme on ajoutera d'autres données. L'idée c'est que d'ici quelques mois vous puissiez que ce soit un jeu de données collaboratif, c'est-à-dire que vous puissiez, en étant connecté à votre compte, modifier ou rajouter une installation. Donc par exemple, vous savez qu'un méthaniseur est en projet à côté de chez vous, vous pourrez cliquer sur la carte et dire et ajouter un nouveau projet. Donc j'ai une autre question, c'est pas de diagramme de Sankey. Donc les diagrammes de Sankey sont des diagrammes de flux. Donc je te laisse répondre. Ouais. Alors ça c'est effectivement dans notre feuille de route, mais notre feuille de route peut être plus long terme. Au départ, on pensait le faire sur le deuxième semestre 2019, mais voilà, c'est encore incertain. Donc ça viendra, mais on peut pas vous dire quand. On prend peut-être une ou deux dernières questions et puis C'était une remarque sur les données collaboratives, mais il faudra peut-être limiter à qui peut modifier. Effectivement, ouais. Ça sera sans doute pas ouvert à tous et il y aura de toute façon une modération, j'imagine. Oui, c'est une réflexion qu'on doit avoir en interne. On demande la représentation logarithmique. Ah, ça c'est la question pour finir. Pour finir. Ouais, en fait, je sais pas si je vais me lancer dans l'explication maintenant. La question, c'est qu'est-ce que c'est Donc, effectivement, pour que tout le monde resitue, là, dans les 3 méthodes de classification, on a la méthode équidistant. Donc ça, je sais pas si vous avez compris, mais en fait, c'est que vous avez le même écart entre la borne minimum et maximum pour chaque classe. Le même écart en termes d'unité, quoi. Quantile, ça veut dire que vous avez le même nombre de territoires dans chaque classe. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de territoires qui ont des valeurs faibles, vous allez avoir, je sais pas, mettons, je sais pas, 15 territoires dans la première classe, 15 territoires dans la deuxième, 15 territoires dans la troisième, etc. La méthode logarithmique, en fait, on transforme l'échelle de valeur en logarithme et en échelle logarithmique, on va faire c'est la même chose que la méthode équidistante, sauf que plutôt qu'on soit sur une échelle avec les unités, on transforme les chiffres en logarithme. L'effet que ça a, c'est que ça va réduire l'écart entre les grandes valeurs, mais rendre plus visible l'écart entre les petites valeurs. Donc, en fait, je peux vous montrer sur le PDF méthodo. J'avais tout bien expliqué. Alors, je vais remonter. Vous voyez, pour l'indicateur production ONR sur la conso, on a beaucoup de valeurs qui sont très faibles. Et parce on a beaucoup de territoires qui produisent un petit peu de NR,
mais rapporté à la consommation, ça représente, c'est compris entre 0 et 100. Et puis on a les territoires qui ont des barrages où là la production NR représente quasiment 350% de la conso, et le territoire maximum ça va représenter 600% de la conso. Ça c'est pour une échelle de valeur classique. Donc vous voyez la méthode des quantiles, en fait on va avoir chaque classe qu'on va faire, en fait, va prendre le même nombre de territoires. Donc, dans la classe 1, on va avoir 3 territoires, dans la classe 2, 3 territoires, classe 3, 3 territoires, etc. Pour la méthode équidistante, là, c'est ce que je vous disais. En fait, on fait des classes d'écart des valeurs qui sont toujours les mêmes. Donc là, dans cet exemple-là, on a 100, une classe représente 100 en unités, quoi. Donc, ça va de 100 en 100. Donc, on fait 6 classes de 100 en 100. Et pour la méthode logarithmique, est-ce que je suis bien Pour la méthode logarithmique, en fait, vous voyez l'échelle, on a 0, 100%, 200%, 300%, et vous voyez qu'à chaque fois, ça se rapproche. C'est-à-dire que entre 0 et 100, vous avez beaucoup d'écart, et entre 100 et 200, un peu moins, et entre 200 et 300, un peu moins. Donc ça, c'est la transformation au logarithme qui crée ça. Donc du coup, vous faites des classes. Vous faites des classes qui ont toujours le même écart, mais sur cette échelle logarithmique. Ce qui fait que vous voyez beaucoup mieux les petites valeurs, et ça et un peu moins les grandes. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, mais n'hésitez pas à lire la méthodo. C'est, je pense, assez bien expliqué. Voilà pour la question, pour terminer sur la question technique. En tout cas, il nous reste à vous remercier de votre participation. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous envoyer un mail sur Terristory. Je vous l'envoie là par chat à auvergne-rhône-alpes-e.fr ou à nous contacter. On est à votre disposition et profitez bien de Terristory et tenez-nous au courant de toutes vos remontées et vos questions. Au revoir. Au revoir.